Je me suis senti une responsabilité, un devoir de faire connaître à tout le monde Herzl et de réparer l'injustice qui lui est faite jusqu'à aujourd'hui, à tel point que j'ai hésité à un certain moment à appeler mon livre « Réhabilitation » sur le même plan que la réhabilitation qui a été faite du capitaine Dreyfus. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Il est là, il est dans les studios, on est ravis de l'accueillir. C'est Avraham Blilia qui vient d'écrire une BD sur Herzl. Avraham, bonjour. Bonjour. On est très content de vous accueillir parce que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes avocat et vous avez développé au cours des années, ça fait de nombreuses années que vous portez ce projet, une passion pour Herzl. Cet homme apparemment qu'on ne connaît pas très bien. Exactement. C'est un rêve vieux de 25 ans qui a commencé par un échec parce que je me préparais avec mon ami Alex Joffé à faire un film sur Herzl dont il était passionné et moi j'avais pris le train en marche avec lui et malheureusement, faute de budget, il nous manquait 30%. Ce film n'a jamais vu le jour. Ben Kingsley, qui était destiné à être Herzl, n'a jamais joué ce rôle. Et puis, je suis monté en Israël et ce projet a dormi dans ma tête pendant 25 ans. Et puis, un jour, je me suis réveillé avec ce goût amer d'être passé à côté de quelque chose d'important. Je me suis remis à étudier Herzl. Et puis, la découverte, notamment par le livre de Yitzhak Weiss, a fait en moi que je me suis senti une responsabilité, un devoir de faire connaître à tout le monde Herzl et de réparer l'injustice qui lui est faite jusqu'à aujourd'hui, à tel point que j'ai hésité à un certain moment à appeler mon livre « Réhabilitation » sur le même plan que la réhabilitation qui a été faite du capitaine Dreyfus, tant Herzl est diffamé en permanence sur YouTube, sur les médias, par des milieux religieux antisionistes qui voient en lui le diable, peut-être même Hitler, ou son complice. Et il est absolument vital qu'on ne laisse pas Herzl entre les mains de philosophes, de sociologues, de professeurs d'histoire. On va dire que vous avez voulu rétablir une certaine vérité. J'ai voulu le rendre à son peuple, parce que dans l'épopée de Herzl que je raconte, le seul qui a compris, qui a aimé Herzl, c'est le peuple. Herzl s'est trouvé en but à une hostilité terrible. Alors, on va raconter, mais je voudrais juste que vous nous disiez un mot, parce que avant de vous lancer dans la rédaction de ce roman graphique, je préfère l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage. C'est très joli, autant au point des illustrations que du scénario, etc. C'est vraiment très très bien fait. Mais vous avez été vraiment inspiré par le livre, donc vous nous en parliez, Yitzhak George Weiss, Théodore Herzl, une nouvelle lecture. C'est ça qui vous a donné l'impulsion pour vous lancer dans cette aventure ? Tout à fait, parce que rentrer dans la geste de Herzl, son épopée, qui est très très brève, un homme qui a réussi en un temps record de moins de 10 ans, 9 ans, à briser la galoute, l'exil bimillénaire du peuple d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est comme Alexandre qui a brisé, qui a en un temps record, en un coup d'épée, brisé le nœud gordien. Herzl a brisé la galoute, alors que des hommes beaucoup plus intelligents que lui, beaucoup plus religieux que lui, beaucoup plus passionnés, beaucoup plus imprégnés des valeurs juives, n'avait strictement rien réussi à faire. Et lui, voilà que il se donne entièrement à cela. Il brise sa famille, il brise sa carrière. Alors, oui, il fait plein de choses. Et puis, vous levez aussi dans ce roman graphique, puisque vous racontez aussi l'histoire, comment tout a commencé, certains stéréotypes. On pense tous que c'est avec l'affaire Dreyfus qu'il s'est lancé dans ce projet de rédaction de l'État juif. Mais on se rend compte, à travers votre histoire, que ça vient d'avant, en fait. Ça commence bien avant. Bien avant. Et surtout, l'affaire Dreyfus n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'un homme qui a compris, peut-être le seul de son époque, à avoir compris qui était le génie de son temps, c'était Georges Clemenceau. Et cet homme-là a vu
dans son quotidien à l'Assemblée nationale, où Herzl venait chaque jour rendre compte à son journal, le New Freie Press, de ce qui se passait dans la vie de la France. La vie parlementaire, bien sûr. Eh bien, il a compris que chaque fois qu'on parlait des Juifs, Herzl était hérissé et prenait ça à cœur. Alors, on le sait pas, mais on le raconte, vous le racontez très bien dans le livre, qu'il est tellement imprégné par cette vie parlementaire française qu'avant l'État juif, il écrit un livre sur ça. Oui. Voilà, c'est assez... tout le monde ne le sait pas, mais il raconte dans ce livre les débats, tout ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Et Jean-Denis Bredin, qui était l'associé de Robert Badinter et qui est le grand juriste français, se réfère en permanence au Palais Bourbon pour décrire la vie parlementaire. Le Palais Bourbon, c'est le livre qu'a écrit le Palais Bourbon écrit par Herzl. Et c'est un véritable flash sur la Troisième République, la Quatrième République. On ne peut pas comprendre la République française sans Herzl. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et c'est là qu'il commence à vraiment sentir cet antisémitisme qui est latent, qui est là et qui ressurgit parfois dans des débats. Dans le pays des droits de l'homme. Bien sûr, tout à fait. Bon, alors ça, on va dire, c'est sur le fond. Ce qui est aussi saisissant, c'est qu'on voit ces amitiés de ces personnages mythiques. On voit Alphonse Daudet, Bernard Lazare, plein d'autres personnages. On se rend compte qu'il a été, il a jalonné le siècle avec des amitiés incroyables. Et voilà, mais ça n'a pas toujours été des soutiens pour lui. C'est ça qui est incroyable. Écoutez, Herzl l'a dit lui-même. Il a dit, si j'avais eu un tant soit peu l'écoute du monde juif, comme je l'ai eu des rois du monde et des grands de ce monde, eh bien, je n'aurais pas eu cet échec permanent dans lequel je me bats pour essayer de faire sortir mon peuple. C'est ça qui est un peu triste aussi dans le livre, parce qu'on se rend compte que finalement, les notables juifs ont eu bien du mal à le suivre. Il a eu une phrase remarquable. Quand il est sorti dépité de son entretien avec le baron de Hirsch, qui était l'homme le plus riche du monde, et qui était concerné par le destin du peuple juif, et qui a considéré que Herzl était un doux rêveur. Et il a dit, ces juifs préfèrent être les juifs des rois que les rois des juifs. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible, mais pourtant c'est réel, et on se rend compte vraiment du périple. Hein. Il a donné sa vie pour que ce projet, pour qu'Israël existe aujourd'hui. Alors peut-être que c'était pas fantasmé comme ça, mais c'est assez saisissant, parce qu'il dit peut-être dans 50 ans, et puis quand on fait le compte, au moment où il prononce cette phrase, ça fait pratiquement 50 ans, jusqu'à la création de l'État d'Israël. C'est ça qui est assez incroyable. Il s'est toujours défendu d'être mystique, il s'est toujours défendu d'être le Messie, il s'est toujours défendu d'avoir une vision religieuse, mais en fin de compte, il était habité profondément par une vision prophétique. Et il le savait, mais il a toujours refusé de le laisser percer pour ne pas être déçu par ses contemporains. Alors, ce qui est très beau dans ce travail que vous avez fait, et qui, j'imagine, vous a pris beaucoup de temps, c'est aussi les illustrations. Elles sont splendides, les dialogues, les illustrations, vraiment, c'est très réussi comme travail du point de vue artistique. Je vous remercie. Moi, j'ai voulu faire cette bande dessinée comme je voulais faire ce film. C'est-à-dire que j'ai fait le scénario et j'ai cherché le meilleur réalisateur. J'ai essuyé de nombreux dessinateurs pour essayer de trouver ce qui pouvait rentrer dans l'âme de Herzl, dans le décor historique. Et il m'a fallu des mois et des mois pour le trouver. Et quand je l'ai trouvé, ça n'a pas été simple. Il a fallu, avec un homme qui ne connaissait rien à l'histoire du peuple juif, lui décrire page par page la scène dans laquelle... Parce qu'il est indien, je crois. C'est un hindou. Voilà, un hindou qui ne connaissait pas un mot du peuple juif, pas un mot du peuple d'Israël, mais qui avait un talent extraordinaire et dont je me suis servi pour faire revivre Herzl. Voilà, et vous avez même demandé à ce que les personnages ressemblent trait pour trait aux originaux. Et les décors, les paysages doivent... J'ai fait revivre comme je voulais le faire avec les moyens du pauvre, c'est-à-dire au lieu de faire un film qui m'aurait coûté 20 millions d'euros, ça m'a coûté peut-être 100 fois moins cher. Quoi. Ouais, je comprends. Alors, ce qui est aussi intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez traduit l'ouvrage en 3 langues. Et voilà. Il a fallu d'abord que je le fasse en anglais parce qu'il ne comprenait pas un mot de français. Et puis, en plus... Je me suis dit, il n'est pas possible que ce livre ne soit pas en hébreu.
Et donc vous l'avez aussi fait en hébreu. Mais je ne m'arrête pas là parce que j'ai été contacté par une Algérienne dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle a peur des réseaux sociaux qui sont espionnés en Algérie et qui a pris à cœur de le traduire en arabe. Donc c'est incroyable. Donc il sortira bientôt en arabe. Alors là, il vient de sortir, il est tout chaud là, oui, vraiment. Absolument. Voilà, donc bravo vraiment pour ce travail. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu aller encore un petit peu plus loin? Parce que on a l'impression que vous êtes un peu retenu. Quand on lit le livre, on voit que vous décrivez très bien les relations qu'il a eues avec les grands de l'époque. Voilà, autant des banquiers que des littéraires. On voit même Proust qui passe dans le et Freud, enfin bon bref, c'est vraiment impressionnant de recontextualiser Trotsky. Voilà, Trotsky, exactement, il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais est-ce que vous auriez pu aller plus loin encore dans ce que vous faites dire à Herzl, où vous n'avez pas osé, on va dire, inventer des choses? Vous avez voulu rester fidèle? J'ai voulu qu'on aime Herzl pour ce qu'il est, pas pour ce que je veux qu'il soit. Okay. Et Herzl m'habite et m'a habité et m'a donné la force d'arriver à ce livre. On vous sent vraiment très très ému. C'est comme si que c'était une contribution à l'histoire du peuple juif, ce roman graphique. Oui, parce que il faut bien comprendre que j'ai même eu l'idée à un moment donné d'appeler mon livre « Mais qui a tué Herzl ?» Qui a tué Herzl? Il a été combattu par les riches, par les rabbins d'Europe de l'Ouest. Il a été combattu par les banquiers. Il a été... les intellectuels juifs, Ahadam, Bialik, Buber, tous se sont ligués contre lui pour le tuer. Pas physiquement, mais tuer son projet. Voilà. Et cet homme-là n'a eu qu'un seul appui dans ce monde, c'est le peuple. Le peuple juif l'a tout de suite reconnu. On voit d'ailleurs tout au long du roman graphique qu'il est acclamé quand il arrive voilà, dans des villes bien lointaines, dans des pays lointains. Il est accueilli par le peuple parce que son idéal a parlé forcément au cœur du peuple juif. Quand il revient de Turquie, où il a échoué à rencontrer le sultan, il fait le compte dans le train de ce qui lui reste. Il a dépensé 3000 francs, c'est une fortune à l'époque. Il n'a plus rien. Il a englouti l'argent de sa femme, de ses parents. Ses employeurs ne veulent plus entendre parler de lui. Il est trop juif pour le journal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'abandonne, je retourne à la vie normale. Et voilà que le train s'arrête le petit matin à Sofia. Il descend. Non, il regarde par la fenêtre et il y a le peuple qui l'appelle. Qui l'appelle et qui l'acclame. Il dit, je l'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas. Ouais, on voit que vous êtes ému aux larmes, c'est vraiment très touchant. En tout cas, je sais que vous avez mis tout votre cœur dans ce très bel ouvrage. C'est vraiment une très jolie réalisation. Comment on fait pour l'acheter? Est-ce qu'il est en vente? Est-ce que voilà. Alors, écoutez, de la même manière que je me suis battu pour faire un film, je me bats pour faire un livre. et parce que j'ai essayé de le faire éditer par des grands de la bande dessinée qui ne m'ont même pas répondu. Et j'ai refusé de baisser les bras. Et donc, j'ai pris à bras le corps cette édition. Je le vends actuellement par Internet. Je vais faire certainement des conférences partout. Je vais faire des événements. D'ailleurs, le Yom Ha'atzmaut du centre du Merkaz Yair Manitou va être consacré à cette bande dessinée. Okay. Donc il y aura, et puis il y aura plein d'événements. Comment on fait pour le trouver? Est-ce que vous arrivez à le diffuser en librairie malgré tout, sur Amazon ou pas encore? Non, je le diffuse je ne le vends que sur mon site qui s'appelle herzl.blog. D'accord. Et je le poste à tous ceux qui me l'achètent. On peut vous contacter comment? Sur herzl.blog? Sur herzl.blog et tout de suite j'envoie le livre. Maintenant la machine est rodée. J'ai eu des problèmes avec le corona, les postes fermés, etc. Voilà, ça va mieux. Mais maintenant tout va se mettre en place. Et puis on ne sait pas. Il y a un proverbe du roi Salomon. Jette ton pain à la surface des eaux. On ne sait jamais ce qui va en sortir. Exactement.
Demain, quelqu'un me téléphonera pour vouloir faire ce film. Demain, un éditeur m'appellera pour... J'en sais rien, mais il y a la bracha de Herzl. Bon, en tout cas, bravo pour ce travail. On vous souhaite bonne chance pour vendre ce très joli travail. Vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment très bien fait. Bravo. Et puis, j'espère que vous reviendrez pour nous raconter la suite de ces aventures, pour nous parler du film. Pourquoi pas, puisque vous y tenez encore apparemment. Voilà, merci Abraham. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.